On a affaire avec une espèce d'éclatement d'un abcès. Un abcès donc accumulé pendant des années parce que le pays a été fabriqué à partir effectivement de dissensions, de fractures intérieures qu'on voulait voir ou pas voir. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui comme thème plutôt lié à la situation intérieure d'Israël, la question à laquelle on va essayer de répondre, comment comprendre la déchirure actuelle au sein de la société israélienne. Pour en parler avec nous dans le studio, Viviane Chetrit-Vatine, vous êtes psychanalyste et formatrice d'adultes et d'enfants et présidente de la Société de psychanalyse d'Israël. Et j'ai, pour commencer, une première question à vous poser. Ces derniers jours, d'aucuns ont parlé de dissonance cognitive dans une sorte de déni de certaines réalités qui nous entourent, au vu du concert qui a été donné jeudi 11 mai dernier à Tel Aviv, devant 40 000 personnes, un concert d'Aviv Gaffen, qui chantait, qui dansait, alors que les roquettes et les missiles du djihad islamique de Gaza pleuvaient par centaines sur le sud d'Israël, y compris jusqu'à Rehovot. Alors, est-ce selon vous qui connaissez ces concepts, est-ce que c'est bien un cas de dissonance cognitive, cette chose-là ? Moi, je pense que ça aurait peut-être plus à voir avec les moyens qu'en Israël on a développés pour pouvoir fonctionner dans un monde qui est continuellement en position traumatisante et ensuite post-traumatique. C'est-à-dire que ce qui marche très bien ici, c'est vrai aussi d'autres pays qui sont sous les bombes, c'est une réaction naturelle et humaine, on a des effets de déni. C'est-à-dire on met de côté, on fonctionne comme si tout allait bien et c'est ça qui nous permet de survivre et de vivre. Alors on peut regarder ça de cette manière-là. Maintenant, je crois que c'est plus compliqué ici, parce que celui qui était l'étoile de cette soirée-là, c'est le fils de Jonathan Geffen. Et Jonathan Geffen et son fils, ils représentent quelque chose d'un Israël que peut-être les Français comprennent mal, qui a à voir avec un monde qui a commencé à se développer, disons, avec les premières aliotes et la suite, etc., qui était à gauche pendant des années et qui aujourd'hui se retrouve en situation de presque anarchiste, je dirais. C'est-à-dire il y a quelque chose de on n'en peut plus, désabusé. Il y en a marre, on n'en peut plus. Donc on fait comme si rien n'était. Et ce qui est important aussi de remarquer, c'est que Aviv Geffen, qui était la Kochav, l'étoile ce soir-là, a perdu son père cette année. Il est en plein deuil. Il est en plein deuil et il y a quelque chose qui se passe pas, il y a quelque chose qui passe pas ou qui doit pas passer. C'est une vraie problématique. Et je pense que ce côté désabusé, ce côté un peu cynique aussi, il y a quelque chose de désolant et qui est lié à une vraie déception. Je pense pas que ça représente justement ce monde qui va faire les manifestations aujourd'hui. Mais peut-être on va en reparler. Alors justement, s'élargissant actuellement de plus en plus à d'autres sujets de contentieux, les polémiques qui durent depuis presque 6 mois maintenant sur la réforme judiciaire proposée par le Likoud et le ministre Yariv Levin, n'ont-elles pas été en fait le point de départ non seulement d'une profonde déchirure du pays, mais de quelque chose qui porte sur des oppositions, des dilemmes et un contentieux bien plus anciens et structurels qui remontent finalement à la création de l'État d'Israël et aux fractures qui sont latentes au sein de la société israélienne. On a affaire avec une espèce d'éclatement d'un abcès. Un abcès donc accumulé pendant des années
parce que le pays a été fabriqué à partir effectivement, de dissensions, de fractures intérieures qu'on voulait voir ou pas voir. Entre parenthèses, ça a à faire aussi avec une continuité de la galoute, hein. En exil, c'était aussi ce qui se passait. Ceux-là pouvaient pas voir ceux-là, qui vous pouvez voir ceux-là, etc. Ce sont des réactions, en vérité, qui ont à faire avec un mal-être au niveau du collectif, un mal-être au niveau des individus. Et évidemment, on a récupéré ça au départ et avec la fabrication du pays. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'ai plutôt vu ça comme quelque chose qui montre une plus grande maturité. Il faut se rappeler malgré tout que on est un pays tout jeune, hein, 75 ans, c'est rien du tout. Et pour un pays, on est encore dans les couches et pipi, caca, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus adolescent, disons. Et ce qui m'a rendu plus optimiste, c'est le fait qu'il y avait une vraie réaction contre la corruption, contre la non-vérité, contre les fake news, etc. Il y a quelque chose dans les démonstrations, dans les manifestations qui viennent parler de ça. Et il faut se rappeler aussi que ces manifestations, elles sont fabriquées, les gens qui y vont sont des gens de plein d'azimuts. C'est pas quelque chose d'homogène. En plus de ça, ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a quelque chose de très en continuité qui se passe. Donc ça vient parler d'un vrai désir de changement, à mon avis, un vrai désir une certaine, je parlerai pas de purification, parce que purification c'est un mauvais mot. De persévérance. Une persévérance dans quelque chose qui est dans la vérité, plus dans l'authenticité. Le fait que dès le départ de la création du pays, et rapidement ensuite, on a vu FA et FA, ça veut dire deux poids et deux mesures. Deux poids et deux mesures. Si on a affaire à des gens qui viennent du Maroc ou qui viennent d'ailleurs, par rapport aux Ashkénazim qui étaient ici en place, etc. Tout ça remonte très fort. Ce qui est vrai aussi, c'est ce qui se passe au niveau des différents groupes datim, religieux, pas religieux. Quel type de... Et chacun à se trouver dans sa cellule et tout, et à s'opposer pour pouvoir se différencier. Donc on voit tout ça. Hein, alors justement, c'est intéressant que vous en parliez, et vous disiez tout à l'heure qu'on était encore en train de passer le seuil d'une sorte d'enfance de la galoute et de l'exil. Ça m'avait pensé à cette phrase de Ben Gurion qui avait dit, lorsqu'on l'interviewait au début des années 50, sur l'Alia, il avait dit on arrivera peut-être à faire venir les Juifs de la galoute, mais ce sera beaucoup plus difficile de faire sortir la galoute de la tête des Juifs. Et finalement, c'est une série de choses anciennes qui remontent donc à la surface et qui datent de la création et même d'avant la création de l'État d'Israël. Et ce fameux statu quo qu'a proposé Ben Gurion entre le monde laïque et le monde religieux, vous en parliez à l'instant, mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts en Israël et la démographie a fait son travail, à tel point que les démographes, sans trop risquer leur pari, avancent qu'en 2030, donc entre 2030 et 2035, dans quelques années à peine, un tiers de la population israélienne sera composé de religieux orthodoxes. Et donc, la question qui se pose et que je vous pose, c'est que malgré les souffrances et les peurs des uns et des autres qui existent dans chaque camp, en fait, chaque tribu d'Israël, pourrait-on dire, sans plagier ce qui se passe aujourd'hui, n'est-il pas grand temps, d'après vous, qui êtes psychanalyste, je le dirais concrètement, n'est-il pas temps d'ouvrir tous ces abcès socio-psychologiques et de commencer à définir de quelle démocratie veulent les Israéliens? Finalement, c'est bien le débat qu'on retrouve, puisque chacun, dans tous les camps, parle, à chaque fois qu'ils prennent la parole, pour montrer qu'il y a quand même encore une plateforme commune, parle d'État juif et démocratique, mais sans que jamais on ait encore pu définir de manière claire qu'est-ce qu'on mettait derrière le terme juif et démocratique. Est-ce que c'est ça le noyau du problème aussi? Bon, ça, c'est poser le problème à un niveau plutôt politique. Moi, ce que je peux apporter, c'est pas un point de vue à partir d'une position politique. Moi, ce dont je peux parler, c'est le fait que on a affaire en vérité à quelque chose, à côté de mon optimisme, quelque chose qui me rend plus pessimiste. C'est le fait qu'il y a une utilisation répandue et très forte en ce moment de clivage. C'est-à-dire on a énormément de mal à accepter l'autre pour qui il est.
on a tendance à projeter sur l'autre ce qui nous préoccupe nous-mêmes, et alors on entend de part et d'autre, chacun s'accusant de complot, de manipulation, etc., etc. Quand on est dans ce genre de processus et de position d'être, on est dans une position qu'on appelle dans nos termes schizoparanoïde, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est suspicieux d'avance. Quand on est dans une relation suspicieuse à l'autre, on n'a pas vraiment moyen de construire quelque chose. Le fait est, c'est que chacun dit que l'autre n'est pas démocrate. Chacun va dire l'autre est dictature, etc. En fait, on a affaire à une projection de conflits intérieurs, pas résolus, au niveau du collectif et au niveau des individus. C'est ce qui se passe dans les couples aussi. Dans les couples, quand on commence à accuser l'autre, il est trop faible, il prend pas les choses en main, etc., etc. Et on l'aime pas parce qu'il est comme ça. C'est en vérité, ça a affaire avec le fait que soi-même, on a du mal à prendre les choses en main, etc., etc. On a tendance, dans des moments de mal-être, à projeter sur l'autre ce qui nous convient pas nous-mêmes. Le Baal Shem Tov en a parlé, Jésus-Christ aussi, c'est des choses tout à fait banales. Mais on voit ça se passer vraiment dans ce collectif actuellement, avec des allers-retours et des effets de miroir, et il n'y a pas d'écoute réelle. Toutes ces souffrances, c'est vous qui employez le terme, ces difficultés, est-ce que c'est pas rédhibitoire pour pouvoir enfin ouvrir un dialogue possible entre les protagonistes, d'autant que les effets de cette souffrance et de ces projections, c'est que chaque camp, les membres de chaque camp utilisent des mots et des phrases qui sont une véritable langue de bois idéologique qui ne donne pas prise à l'ouverture et au dialogue. Alors comment peut-on dialoguer, attendu d'ailleurs que dans la tradition juive, on parle beaucoup de la fête de Pessah, qui est constitutive de l'identité d'Israël, et Pessah, ça veut dire mot à mot les bouches qui s'ouvrent. Pessah, le verbe qui sort de la bouche. Alors est-ce qu'on va y arriver ? Ce à quoi ça me fait penser, c'est au travail qu'on essaye de faire dans le cadre de la société psychanalytique, mais pas que dans le cadre de la société psychanalytique. Il se passe quelque chose de très intéressant en ce moment. Dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux d'éducation, que ce soit au niveau de la juridiction, que ce soit dans les cadres médicaux et hospitaliers, que ce soit au niveau de tous les, start-up et compagnie. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour essayer de comprendre ce qui se passe, de réfléchir à ce qui se passe, et on commence à comprendre aussi que c'est pas dans la discussion et qui s'opposent mutuellement, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les différentes manifestations, on voit des médecins pour la démocratie, des psys pour la démocratie, des avocats pour la démocratie, etc. En fait, ce dont on parle et ce qu'il y a de commun dans les perspectives, disons, psychologiques, psychanalytiques, etc., ce qui nous est commun, c'est le fait qu'on a besoin d'une liberté de parole. On a besoin d'une liberté d'écoute. On a besoin d'une liberté d'expression. On a besoin de sauvegarder la privauté. On a besoin de tout ça. Alors c'est vrai dans les milieux médicaux, c'est vrai au niveau juridique, c'est vrai dans tous ces milieux-là. Maintenant, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, et on va mettre au point, mais ça commence à se faire, il y a des groupes de rencontres où on s'occupe moins de discuter que de s'écouter mutuellement. Ce qu'on a en commun dans le monde psy, c'est on a appris à écouter en jugeant au moins possible. C'est-à-dire en étant en vraie écoute empathique, mobilisée psychiquement, et qui donne la possibilité à l'autre de s'exprimer sans avoir besoin de le juger. Donc l'idée, c'est de mettre en application cette capacité et de le mettre sur la place publique. Alors il y a un certain nombre de groupes déjà qui se sont constitués de cet ordre-là. On veut créer des tentes où on va pouvoir marquer lieu d'écoute et où les gens pourront arriver, parler, discuter peut-être eux entre eux, mais les gens qui seront présents seront des gens qui seront à l'écoute. Et concernés. Concernés et à l'écoute. Alors, est-ce que justement ce dialogue qui commence peut-être à s'installer sous des formes assez inattendues, on va peut-être le voir se développer ici et là, est-ce qu'il serait pas, je dirais par définition ou par tradition, peut-être plus aisé
dans les milieux francophones israéliens, puisque vous faisiez partie de ce panel qui il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, a lancé donc une table ronde francophone pour discuter de ces sujets. À un moment où ça fait un peu plus d'un mois d'ailleurs, un moment où c'était pas le cas, c'était un petit peu l'avant-garde de cette volonté de dialogue. Alors pourquoi ce serait peut-être plus aisé dans les milieux francophones? Est-ce que c'est une tradition Je ne sais pas si c'est plus aisé dans les milieux francophones. De toute façon, c'est à faire et à refaire les milieux francophones. Il y a peut-être une tradition de parole et d'écoute, peut-être, que je commence à questionner parce que on voit que ça s'y se passe un petit peu la même chose un peu partout. De moins en moins, on a du mal, une capacité de vraie écoute. Mais encore une fois, c'est quelque chose peut-être à faire. La question, elle est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la francophonie aujourd'hui? Quels sont les Français arrivant en Israël? Ce qu'on sait, c'est que une grosse partie arrivant en Israël a tendance à prendre une position qui correspond plutôt au gouvernement, parce qu'en général, les gens sont plutôt mal informés, parce que c'est difficile à cause de la langue, évidemment. Il y a malgré tout en Israël des Français qui sont, oui, bien informés, mieux informés, et qui sont pas nécessairement pro-gouvernementaux, qui réfléchissent, etc. Ça vaudrait le coup, effectivement, en milieu francophone, de permettre ces écoutes mutuelles. Et de créer des ponts. Exactement. Ça serait très important. Il y a peut-être quelque chose à apporter, effectivement. Je me souviens, on en avait parlé à l'époque. Peut-être, est-ce que vraiment il y a en France une culture d'écoute et de... Peut-être mieux qu'ici, c'est possible, parce qu'ici on est très très influencé par l'Amérique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau des informations. Ça se balance, c'est violent. La manière d'exprimer les choses en général est trop énergétique, ça fait pas du bien. Il y a peut-être une tradition, enfin, qui s'est perdue depuis, mais liée au passé communautaire juif français, où ont été juxtaposés et il y a un télescopage entre les Français ashkénazes de souche qui ont ensuite été face à une arrivée d'Afrique du Nord. Et il y a eu, au travers de longues décennies, il y a eu justement le vrai vivre ensemble dont se targuent les dirigeants français comme une illusion. Aujourd'hui, en fait, il a existé entre les communautés ashkénazes et séfarades en France. Et il y a un acquis qui peut-être pourrait servir à Israël. C'est un acquis qui peut servir à Israël si les Français ici restent fidèles à cet acquis. Et il y a une force extrêmement importante qui se passe quand on arrive ici. C'est vrai dans n'importe quel milieu quand on fait son émigration, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a envie d'un côté de s'assimiler aussi. On a envie d'être comme tout le monde. Donc c'est pas évident de garder ce genre de qualité. C'est vrai, vous faites allusion au fait que, par exemple, les EI, c'était un exemple, on en avait parlé. Oui, exactement, où c'était clair qu'il y avait un pluralisme qui devait être observé, aussi bien religieux par religieux. Il y avait un minimum commun, et c'est encore vrai aujourd'hui, je crois. Et puis, Ashkénazes, Faradim, etc. Ceci dit, on sait aussi que dès l'arrivée des premiers éclaireurs israélites en Israël, on parle des années 48-49, c'était automatique, on leur a dit religieux, ils vont s'installer dans des kibbutzim au nord du pays et les non-religieux dans un autre kibbutz qui d'ailleurs a éclaté. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment, en arrivant ici, il fallait à nouveau se catégoriser. Oui, ils sont rentrés sous les fourches codines de la sectorialisation de la société israélienne. Exactement. Alors j'ai une dernière question. Au sortir de cette crise que nous vivons, dont on ne connaît pas la date ni le moment, pensez-vous que la société et l'État d'Israël, ça c'est pas une question plus politique, mais c'est une question globale, seront capables, assez mûrs et sages, si on emprunte les voies de ce dialogue tous azimuts, pour pouvoir enfin se doter d'une plateforme de compromis, afin que justement tous ces secteurs tellement différenciés de la mosaïque israélienne puissent, comme je le disais tout à l'heure, vivre ensemble. En fait, qu'est-ce que c'est cette question que je vous pose? Est-ce que vous pensez que ce qui est à l'ordre du jour et ce qui peut aussi se passer, pas dans un mois, pas dans 2 mois, mais sans doute avec plus de souffle, de patience et de temps, c'est qu'enfin le pays se dote d'une sorte de constitution pour vivre ensemble? Allez, vaille. Ce que je peux dire simplement, c'est que moi, je suis profondément optimiste, mais je pense pas que je sois pas réaliste. Je pense qu'il y a en Israël aujourd'hui, il y a des forces
pulsionnelle d'agression et de destruction qui existe. On voit ça sur les routes, on voit ça dans le fait qu'il y a de la violence domestique et chez les Juifs et chez les Arabes autour. Le fait c'est que nos enfants font l'armée et ils sont obligés d'être en face de situations extrêmement violentes et extrêmement traumatisantes. Et ça fait partie aussi de ce qu'est l'éthos et ce qu'est l'être israélien, et depuis des années. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, c'est vrai aussi qu'il y a des capacités de transformation extrêmement importantes. C'est pas pour rien qu'on est un des premiers pays au monde au niveau de la créativité, du high-tech et du reste. Ça montre qu'il y a plus de pulsions sexuelles de vie que de mort et de destruction. Donc moi, personnellement, je pense qu'on va dans cette direction-là. Il y a une transformation continue qui se fait, qui prend place. Et je pense que ça peut nous donner de l'espoir et il faut s'accrocher à ça. Et savoir que si même vous parlez tout à l'heure du fait qu'il y a tellement d'enfants dans les milieux religieux, etc., mais on sait aussi que cette réaction de faire beaucoup d'enfants était une réaction pour la vie. C'était une réaction pour, après la Shoah, il fallait faire des enfants, il faut faire des enfants. Et il y a quelque chose de très important dans cette dynamique qui fait aussi Israël. Alors on est pris entre plusieurs feux, mais il y a une force de vie étonnante, et puis je pense que c'est avec ça qu'il faut aller. Et c'est en fait un goulot d'étranglement, une sorte de crise dont on doit se remettre et qui va redéfinir les choses de manière plus harmonieuse, on peut l'espérer. Ça prendra du temps, il faut avoir surtout beaucoup de patience. Voilà. Et beaucoup d'écoute, en l'occurrence. Et beaucoup d'écoute. Je vous remercie, Viviane Chetrit-Batin, d'être venue au studio Qualita, de nous avoir donné de votre temps. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés et à la prochaine émission. Au revoir.